Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Meilleurs vœux, bonne année, on est encore dans la période autorisée. Bonne année à tous ceux qui nous écoutent, surtout pour eux-mêmes, pour leur famille, c'est très important la famille. Ici au Parlement européen, où Madame Claire Tesson de France 2 veille à vos vidéos d'actualité et à leur rapport avec l'actualité parlementaire et européenne. Absolument. Un nouveau président élu, le départ de M. Schulz. Donc on parle bien de problèmes européens, Madame Tesson sera contente. Oui, un nouveau président qui remplace M. Schulz, c'est M. Tajani, qui est membre du groupe le plus important de ce Parlement, le groupe PPE, dit démocrate chrétien. Je ne suis pas sûr qu'ils s'inspirent énormément de la doctrine chrétienne, les uns et les autres, mais enfin bon, je ne sonde pas les reins et les cœurs. C'est à ce groupe qu'appartiennent les députés dits républicains. Mais ça prouve que la gauche qui fait la loi ordinairement dans ce Parlement est minoritaire, puisque M. Tajani a été élu avec une majorité très confortable. Il y avait un accommodement jusque-là, c'est pour ça que M. Schulz, socialiste, il y avait un accord scélérat par lequel les socialistes s'engageaient à laisser tranquille M. Juncker, président de la Commission européenne. Celle qui en fait dirige la Commission. En échange de quoi on laissait M. Schulz à la présidence de ce Parlement. Fort heureusement, cet accord a connu quelques coups de canif et nous avons maintenant un président dont j'espère seulement, moi c'est la seule chose que je souhaite, c'est qu'il soit plus respectueux des droits de la minorité que son prédécesseur. Est-ce que vous applaudissez en revanche la présidence nouvelle qui arrive, l'intronisation de Donald Trump vendredi aux États-Unis? Vous allez être finalement un américanophile dorénavant, puisque M. Trump parle beaucoup de protectionnisme et vous vous revendiquez aujourd'hui d'un certain nombre de points de programme qu'il défend lui-même. Bon, il faut être clair, M. Trump jusqu'à présent a fait savoir qu'il défendait les intérêts des États-Unis d'Amérique et pas forcément ceux de la France ni de l'Europe, bien sûr. Et c'est tout à fait naturel. Je pense qu'aussi au passage, il défend ceux de Taïwan, il défend ceux d'Israël, qui lui sont plus proches. Donc je ne suis pas un adepte inconditionnel de M. Trump, puisque moi, ma fonction, c'est de défendre les intérêts français. Ce que je constate tout de même, c'est qu'on commet toutes sortes de contresens dans l'interview qu'il a donnée à un journal allemand et un journal britannique. D'abord, on s'indigne de ce que les intervieweurs aient été plutôt de son bord, plutôt que des ennemis jurés. Je crois que de la façon dont Trump a été traîné dans la boue par la presse soi-disant d'information, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe, il me paraît assez naturel qu'il ait préféré s'exprimer devant un auditoire un peu moins malveillant. Bon, première chose. Deuxièmement, on dit il attaque l'Europe, il provoque l'Europe. Il n'attaque rien du tout, il ne provoque rien du tout. Il a même dit du bien de Mme Merkel, sauf qu'il dit qu'elle a fait une erreur considérable en admettant sans discrimination, sans filtre, sans contrôle, des centaines de milliers, voire plus d'1 million d'immigrants sur le territoire, sur le sol allemand. Ce qui est une évidence et ce qui est une opinion partagée par un très grand nombre d'Européens. Donc là encore, si M. Trump émet un point de vue critique par rapport à l'action de l'Union européenne, comme nous pouvons émettre un point de vue critique par rapport à la politique du gouvernement de Washington, ça ne veut pas dire que c'est une agression. Ou une défiance guerrière. Bon, et puis alors, M. Trump, comme l'a dit Marine Le Pen très justement, M. Trump a déjà obtenu des résultats avant même d'entrer en fonction. Dont vous vous satisfaisez? Si j'étais américain, j'en serais très content, puisqu'il a expliqué aux constructeurs automobiles américains que s'ils persistaient à délocaliser au Mexique, leurs voitures seraient lourdement taxées lors de la réimportation sur le marché américain. Il parle comme immédiatement, M. Ford a renoncé, enfin, M. Ford, la direction de Ford a renoncé à une implantation d'usine au Mexique pour maintenir l'emploi aux États-Unis d'Amérique. C'est très exactement ce que nous réclamons pour les intérêts français depuis très longtemps. Et puis surtout, il a dit autre chose qui, alors, là je m'honore d'avoir une certaine antériorité dans ce discours, je ne suis pas le seul, mais il a dit quelque chose par rapport à l'OTAN. Il a dit que l'OTAN était obsolète. Et je veux redire ici que l'OTAN se justifiait lors de la guerre froide, lorsque la menace soviétique, la menace d'un communisme militariste et agressif pesait sur nos libertés. À ce moment-là, effectivement, l'OTAN avait sa pleine justification. Depuis que la Russie s'est retirée de la moitié de l'Europe orientale, depuis qu'elle s'est retirée d'une partie même des anciens territoires de l'Empire tsariste, il n'y a aucune raison d'étendre indéfiniment cette alliance militaire, ce que naturellement les Russes, qui de leur côté ont dissous le pacte de Varsovie, considèrent comme une agression.
Et alors on dit la Russie constitue un danger même pour les États-Unis. C'est une vaste plaisanterie. Elle pourrait... Le budget militaire de la Russie, c'est de l'ordre de 60 milliards de dollars. Le budget militaire des États-Unis, c'est de l'ordre de 600 milliards de dollars, c'est-à-dire 10 fois plus. Par conséquent, ceci donne une exacte mesure, je crois, des réalités militaires et stratégiques. Autre campagne électorale, revenons en France, la primaire de la gauche. Plusieurs candidats, Manuel Valls giflé, Arnaud Montebourg, lui, qui s'engage dans les meetings de rue. C'est une campagne qui intéresse, croyez-vous ? Pas beaucoup, il faut bien le dire. En tout cas, ça n'intéresse pas M. Hollande qui préfère aller au théâtre. Bon, on peut le comprendre. Je déplore les violences contre M. Valls. C'est tout à fait inadmissible, bien évidemment. J'attendais d'ailleurs les efforts que l'on allait faire pour essayer de rattacher cet acte coupable à l'extrême droite, entre guillemets. Suivez mon regard. Je crois que ça y est, il a fallu 3-4 jours pour arriver à cela. Bon, je crois que le garçon qui est l'auteur de cet acte de violence n'a évidemment aucun rapport avec nous. Nous condamnons cet acte de violence. C'est quand même aussi l'occasion peut-être pour nous de rappeler que pendant des années, et encore récemment, tout récemment, encore lors de la dernière élection européenne à Grenoble, où Jean-Marie Le Pen et moi avons dû faire face à des manifestants hostiles et violents, balançant des canettes de bière, etc., des projectiles divers, essayant d'empêcher nos sympathisants d'entrer pour assister à notre paisible, pacifique et légale réunion publique. Pendant des années, la gauche a attisé les violences contre nous. Et ça n'a suscité aucune indignation. Alors ça ne légitime pas du tout ce soufflet à monsieur Valls, mais ça le relativise quand même un peu. Emmanuel Macron, lui, n'est pas candidat à la primaire de la gauche, mais a déjà annoncé qu'il était candidat à l'élection présidentielle. Et on a l'impression qu'Emmanuel Macron vous suit le Front National, suit Marine Le Pen. Il était à Hénin-Beaumont, oui. Il sera à Lyon la veille de vos assises présidentielles. C'est quoi, c'est le jeu de petits chevaux ? Il a compris où était le danger, pour lui en tout cas, quels étaient ses adversaires les plus sérieux dans cette campagne présidentielle. Je crois qu'il laisse déjà tomber les épigones divisés du Parti socialiste, et il a compris que le défi à relever pour lui, c'était celui du Front National. Ceci étant, je lui souhaite bien du plaisir, parce que ce qui est extraordinaire chez ce garçon, c'est qu'il apparaît comme quelqu'un hors des circuits traditionnels, alors qu'il est un pur produit de l'établissement, pur produit de tout système élitiste, pas toujours dans le bon sens du terme, de la bureaucratie française, qu'il est ministre de l'économie dans le gouvernement sortant. Il a donc une responsabilité directe dans la situation du pays. C'est pas l'homme de la nouveauté, c'est pas l'homme du changement. Non, je crois pas, si ce n'est que sa jeunesse relative par rapport aux autres candidats peut le faire croire, surtout quand on y est poussé par la presse people, par les médias. Comme c'est le cas aujourd'hui, mais il est vendu comme on ferait la publicité d'une marque de savonnette, voilà. Mais ça peut prendre, hein, ça prend dans une partie de l'électorat, indiscutablement. La gauche, elle essayait de donner l'autonomie à l'île de Tromelin. Alors Bruno Gollnisch, vous qui êtes assez à l'aise sur des sujets un petit peu objectif sur la puissance que pourrait redevenir la France. C'était le thème d'une conférence que vous teniez à Marseille. Le fait que Tromelin reste français, c'était important ? Oui, c'est très important parce que dans la localité de Maurice. En réalité, ce n'est pas tellement l'autonomie en soi qui pose problème, c'est le fait qu'on abandonne une partie de nos droits. On souhaite, apparemment, le projet voudrait abandonner une partie de nos droits au profit de l'île Maurice. Il n'y a aucune raison de les abandonner parce que cette île, comme son nom l'indique d'ailleurs, est une île française, a été découverte par les Français, elle n'était pas habitée. En revanche, sous l'influence du droit de la mer actuel et de la Convention de Montego Bay, elle détermine une zone économique exclusive de 200 000 marins, c'est-à-dire d'à peu près 370 km de rayon. Donc un domaine maritime absolument considérable dans lequel il peut y avoir des ressources et nous devons maintenir
ce domaine maritime qui, au total, est le premier du monde pour la France. Elle est passée récemment, je crois, devant les États-Unis d'Amérique. Nous devons maintenir nos droits exclusifs sur ce domaine maritime qui est un gage pour l'avenir, dans la mesure où l'évolution des technologies fait qu'il sera de moins en moins coûteux d'exploiter les ressources de ce domaine maritime, que ce soit les ressources biologiques, les ressources minérales, les ressources énergétiques ou autres. On vous entend assez peu sur les questions sanitaires. On parle beaucoup de l'épidémie de grippe qui touche la France. Votre avis, est-ce que l'épidémie est bien traitée, bien réglée? Les urgences ont été engorgées récemment, un petit peu partout en France. Est-ce qu'on traite bien le mal? Je ne sais pas. Ce que je constate quand même avec inquiétude, c'est que parmi la quinzaine de personnes âgées décédées dans une maison de retraite, il y en avait la moitié qui avaient été vaccinées. Un vaccin dont on prétend qu'il est extrêmement efficace. Moi, je me suis fait moi-même vacciner d'ailleurs contre la grippe. Je me demande si cette efficacité est aussi grande qu'on veut bien le dire. Ça va de pair avec l'épidémie de froid. Si le froid pouvait être une maladie, on en parle beaucoup. C'est quoi? C'est l'apparition d'un hiver qu'on ne pouvait plus attendre? Je suis un peu perplexe parce qu'on a l'impression, quand on écoute les bulletins météo, quand on entend les informations, que le fait qu'il fasse froid en janvier, sur nos latitudes, est un phénomène tout à fait exceptionnel, terrifiant, etc. Or, je constate qu'on annonçait des pics de froid incroyables, augmentés encore, paraît-il, par le vent. Le froid ressenti serait de l'ordre de moins 15 degrés. Moi, je peux sortir comme ça, pas très longtemps, mais à Strasbourg, le matin, en sortant de mon hôtel, je constate qu'il y a un beau ciel bleu, il y a un bon soleil, bien sûr, le fond de l'air est très frais, mais après tout, c'est plus agréable qu'un temps humide et obscur. Par conséquent, il n'y a rien d'exceptionnel, sauf peut-être en Corse avec les chutes de neige, rien d'exceptionnel à de pareilles températures. En revanche, je dois dire que quand j'apprends quand même que les passagers d'un Thalys en provenance de Bruxelles, qui normalement met 1h20 pour arriver à Paris, sont restés coincés toute la nuit pendant 13 heures avant d'être secourus, là je me pose quand même des problèmes sur l'efficacité des secours. Je trouve extraordinaire, extravagant que ces passagers, dont un bébé de 12 mois, n'aient pas pu être secourus et emmenés dans des cars ou autrement, avant un tel délai, et dû passer la nuit bloqué sur les rails. C'est assez inquiétant parce que le jour où il y aura vraiment une série d'attentats ou un problème majeur en ce qui concerne l'alimentation électrique ou les caténaires ou une vraie tempête de neige, on se demande ce qu'il en sera. Pardonnez-moi la transition, du froid à la couette, dénatalité, on a les chiffres en France pour la deuxième année consécutive. Une transition très audacieuse. Chute, oui, mais j'ose. Chute de la natalité pour la deuxième année consécutive. Oui. C'est quoi? C'est le désamour des Français? Je ne sais pas, je crois que en réalité, la population française, le renouvellement de la population française n'est pas assuré. Depuis très longtemps, on sait que le taux de natalité de la population française de souche, il faut bien s'exprimer ainsi. La population augmente en France malgré tout. Elle augmente du fait de l'immigration et du fait des naissances issues elles-mêmes de l'immigration. Voilà. Quel que soit le mode de nationalité. Il y avait, à la fin de la guerre, je crois, il y avait de l'ordre de 45 millions de Français. Il y en aurait 20 millions de plus. Ça n'est pas le fait, malheureusement, de la natalité française. Comme Nicolas Dupont-Aignan, vous mettez le doigt sur un changement de population. Oui, absolument. Oui, c'est un des éléments du changement de population. Et bien évidemment qu'on fait venir des populations allogènes qui sont beaucoup plus fécondes que les Français, d'autant plus que quand même une part notable de leurs ressources tient aux aides sociales, aux allocations familiales, à la priorité dans les logements auxquels donnent droit des familles nombreuses. Et à la longue, évidemment, ça réalise un véritable changement de population. Je sais que ce fait est nié par un certain nombre d'analystes, de bobos branchés, qui apparemment se sont jamais postés à la sortie d'une école
Et pas seulement dans nos banlieues d'ailleurs, mais aussi au cœur de nos villes. Nicolas Dupont-Aignan d'ailleurs a étonné à venir sur ce sujet-là dans une tribune. Mais les gens intelligents viennent généralement sur nos positions. Le problème, c'est qu'ils le font avec 10 ou 15 ans de retard. Mais enfin, en quelque sorte, bienvenue au club. À Juvisy, samedi dernier, une bande ethnique a pendant 1h30 saccagé les rues, les voitures. Cagoulés, avec des barres de fer. Vous avez suivi cet épisode ? J'ai suivi difficilement parce que... Qu'est-ce que ça vous inspire ? Le moins qu'on puisse dire, c'est que la presse... en a fait très faiblement état. Parlons-en alors, parlons-en. Juste un petit entrefilet de 10 lignes. Je dois dire que quand j'ai lu cette information, j'ai été stupéfait. Nous sommes, je crois, à la 3e, 4e prolongation de l'état d'urgence. On a créé un nouveau degré dans les plans Vigipirate. C'est Vigipirate plus. Bon, on doit pouvoir avoir un temps de réaction très court à des attentats terroristes. Et là, on s'aperçoit qu'une bande ethnique agit en presque totale impunité. Je vous rappelle que c'est un secteur qui est très près de celui où une véritable embuscade avait été tenue à Brétigny-sur-Orge. Là, c'est Juvisy. Embuscade sur une patrouille de police venue protéger une caméra de surveillance. Patrouille de police et pratiquement 2 policiers brûlés vifs. Ce qui avait engagé d'ailleurs le mouvement de protestation des policiers. Oui. Il paraît que, fort heureusement, on a identifié d'ailleurs les auteurs de ce crime abominable, mais quand même le fait que cette bande-là ait pu agir en totale impunité pendant 1h30 avant toute réaction policière me laisse absolument pantois, parce que Juvisy, c'est quand même pas le bout du monde, hein, c'est pas très loin de Paris. Je dois dire, j'en profite sur ce sujet de l'insécurité pour m'étonner, enfin, avec l'âge, mes facultés d'indignation s'émoussent, mais quand même, m'étonner des déclarations de M. Leroux, qui était extrêmement satisfait de la façon dont s'était passé le 1er janvier en France, alors qu'on a appris par la suite qu'il y avait plus de 600 voitures brûlées. On a masqué d'ailleurs le chiffre pour que ce soit un petit peu moins important que l'année dernière. On a compté, pas en voitures brûlées, on a compté en départ de feu. Parce qu'un seul départ de feu, ensuite par contagion, ça peut brûler 4, 5 ou 6 bagnoles. Bon, c'est quand même extraordinaire. Je veux dire, dans un pays civilisé, excusez-moi de parler de ce que je connais un peu comme le Japon, il n'y a pas 600 voitures brûlées le 1er janvier. Il n'y en a pas 500, il n'y en a pas 100, il n'y en a pas 50, il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 2. Voilà. C'est ce qui fait d'ailleurs que les Japonais ou les touristes étrangers en général ne viennent plus ou viennent de moins en moins en France. Oui, alors c'est d'ailleurs... Vous liez les deux. C'est absolument, absolument, mais c'est parfaitement prouvé. Nous étions la première destination touristique du monde. C'est vrai que notre patrimoine culturel, notre patrimoine architectural, artistique, notre art de vivre et la réputation qu'ils ont encore à l'étranger est telle que beaucoup cherchent à venir chez nous. Et c'est très bien comme ça. S'il s'agit de touristes qui viennent dépenser leur argent, qui se conduisent bien et qui repartent après, il n'y a aucun problème, n'est-ce pas? Nous n'avons jamais voulu hérisser la France de barrières infranchissables. Bon, sauf que c'est vrai que les grands marchés émergents, ce sont évidemment les Asiatiques, les Japonais c'est traditionnel, mais aussi les Coréens et maintenant les Chinois, puisqu'il y a à peu près 150 millions de Chinois qui vivent maintenant de façon tout à fait aisée et comparable à nos standards de vie et qui sont évidemment curieux, puisque les taux du communisme se desserrent quand même un peu dans ce pays, sont curieux de voyager à l'étranger et de voir quel est notre mode de vie. Le problème, c'est que la France a une réputation détestable, hélas justifiée dans ces pays-là. C'est-à-dire qu'on sait qu'en France, on est assailli comme au coin d'un bois, on est dévalisé, on est absolument sans défense, livré, pieds et poings liés, à des bandes de... Alors si je dis des bandes de Rome, je vais me retrouver en correctionnel, n'est-ce pas? C'est interdit de nommer les pickpockets. Alors n'incriminons personne en particulier. Disons qu'il y a des bandes de voyous de toute couleur qui s'en prennent de préférence aux touristes, parce que les touristes c'est des proies faciles. Ils ont de l'argent liquide, ils ne parlent pas notre langue, un peu désorientés, ne connaissant pas les lieux. Ils sont timides, ils ne connaissent pas les lieux, ils sont désorientés, donc ils sont la proie pour toutes les escroqueries, pour toutes les vols à la tire, les vols avec violence, et notamment l'épisode par exemple d'un bus entier de
touriste chinois qui a été dévalisé. Ça a été filmé et ça a été largement diffusé en Chine. Ça ne contribue pas à la bonne publicité. Et ça ne contribue pas à la bonne publicité, pour ne pas parler évidemment des problèmes de terrorisme. Donc, pour conclure, vous étiez à Marseille, j'ai suivi, vous étiez le lendemain, donc vendredi dernier à Marseille, le Oui, lendemain, j'ai reçu samedi un accueil dernier. magnifique à Marseille où j'ai traité d'un sujet qui est un sujet important, comment la France peut redevenir une grande puissance. Voilà. Le lendemain à Lyon pour une galette des rois, et vous continuez? Oui, organisé par la Fédération de Lyon, et je serai ce week-end, Jeudi soir à Belfort. D'abord, jeudi soir à Belfort, ou Belfort, comme disent les Beaufortins, et puis ce week-end à Châteauroux. Absolument. Et le dimanche suivant, à Châteauroux, Toulouse. je ne serai donc malheureusement pas à la Marche pour la vie, mais je soutiens évidemment sans réserve les efforts tendant à ce que la France ait une véritable politique d'accueil et de respect de la vie. À bientôt Bruno Gollnisch. À bientôt. Au revoir.